Évolution, simulation vs réalité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reste dans le thème de la théorie d'évolution. Cet exposé va concerner les problèmes d'ordre mathématique et démographique pour la théorie de l'évolution. Je vais essayer d'expliquer pourquoi je ne crois pas à l'évolution et d'exposer un des nombreux problèmes, une des nombreuses incohérences ou inconsistances de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution prévoit que les hommes sont cousins avec les singes. On peut illustrer la lignée humaine par cette image, ou celle-ci. Afin de pouvoir accepter cette théorie, j'ai besoin que mon intelligence et ma raison valident ce modèle. C'est même le cas de la plupart des gens. La réaction que j'ai est donc de regarder la théorie, les propositions élémentaires de la théorie, et d'imaginer, d'essayer de conceptualiser comment ça a pu avoir lieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans les époques antérieures ? Je ne crois pas à la théorie de l'évolution simplement parce que mon intelligence est incapable de la recevoir, parce que cette théorie est contraire à ma raison. L'état du monde vivant aujourd'hui ne reflète pas du tout, il ne rend pas compte d'une transformation lente des espèces sur la base de modifications graduelles aléatoires sur des millions d'années. C'est ce que je vais essayer de montrer et d'expliquer dans cet exposé. On commence comme d'habitude par une introduction. La théorie de l'évolution a pour but d'expliquer l'origine des espèces vivantes, animales, végétales et autres. Le modèle qu'elle propose inclut deux mécanismes principaux. Le premier est celui des mutations génétiques aléatoires. Il s'agit d'une anomalie qui affecte l'ADN à un moment donné dans le développement d'un individu. Cette anomalie provoque un ou des changements au niveau phénotypique. Ce ou ces changements peuvent avoir des conséquences sur n'importe quelle composante d'un individu. L'intelligence, la musculature, le squelette, la peau, les organes digestifs, respiratoires, etc. Le second mécanisme est celui de la sélection naturelle. L'individu qui a subi une mutation a un rapport nouveau avec son environnement. Ce décalage par rapport aux autres individus qui n'ont pas subi la mutation va éventuellement conduire avec les générations à deux groupes distincts. Le nouveau groupe peut ne plus être capable de se reproduire avec le premier. Il peut aussi avoir migré à un autre endroit. Les individus de la nouvelle espèce seront éventuellement capables de chasser certaines proies ou alors d'échapper à certains prédateurs. Tous ces éléments ont pour conséquence d'isoler d'une manière ou d'une autre le groupe 1 et le groupe 2. On parle éventuellement après un certain temps d'une nouvelle espèce. La théorie de l'évolution aujourd'hui dans son acceptation générale se base sur ces deux phénomènes, mutation aléatoire et sélection naturelle. À partir des deux phénomènes que je viens de décrire, qui sont vraiment la colonne vertébrale de la théorie de l'évolution, on peut tout à fait construire une simulation et essayer de retracer l'évolution dans la mesure du possible. On va commencer à un embranchement qui nous concerne directement, l'ancêtre commun qu'il y a entre l'homme et le chimpanzé. Le chimpanzé est considéré par beaucoup de scientifiques évolutionnistes comme le plus proche cousin de l'homme. Notre simulation pourrait tout aussi bien marcher avec le bonobo ou le gorille cependant. Le premier problème qu'on va avoir est que cet ancêtre commun est inconnu. Cependant, les évolutionnistes prévoient qu'il s'agit d'une espèce singesque. Donc, ce qu'on va faire, c'est partir du chimpanzé et étape par étape essayer d'imaginer les transformations qui ont eu lieu pour arriver à l'homme moderne. On va me rétorquer que l'homme ne descend pas directement du chimpanzé, donc que cette simulation est invalide. Oui, mais le problème, c'est que cet ancêtre commun est inconnu. Les hommes ainsi que les chimpanzés existent bel et bien avec leur caractère propre. Il faut bien qu'on puisse faire une simulation et des prédictions pour tester les hypothèses de la théorie, même avec des postulats de départ légèrement caducs. Les évolutionnistes soutiennent généralement que l'ancêtre commun entre l'homme et le chimpanzé, ou même l'homme et les grands singes, est une espèce singesque. Donc, c'est très simple, on part du chimpanzé, on va nommer cette étape l'étape N. On commence par le bassin. À gauche, le bassin de notre ancêtre commun hypothétique à l'étape N, et le bassin humain à droite. Il faut qu'on essaye de comprendre comment on peut passer du bassin à gauche au bassin à droite. Il y a des centaines de différences. Qu'a-t-il pu se passer ? On n'a pas vraiment le choix, il faut faire intervenir les deux mécanismes connus, la mutation et la sélection naturelle. Une mutation survient à l'étape N, la conséquence est un rétrécissement léger du bassin.
Cette mutation procure éventuellement un avantage de mobilité à cet individu. Elle est transmise à la descendance, ce nouveau groupe se distingue ou se sépare du premier. Cela aboutit éventuellement à une espèce légèrement modifiée. Ensuite, un individu à l'étape N+1 subit une mutation. La conséquence de cette mutation est que les fosses iliaques sont plus arrondies. Cette modification a pour conséquence de distinguer cet individu avec la population qui est issue des individus N+1. Il transmet cette modification à sa descendance, on a une espèce encore légèrement modifiée. On est à N+2. À chaque étape, il peut y avoir aussi des mutations nocives ou alors des départs vers d'autres branches qui peuvent mener à des espèces éteintes ou existant aujourd'hui. Nous choisissons simplement de ne pas les représenter, mais elles pourraient apparaître. Nous représentons ici uniquement les étapes qui, selon la théorie de l'évolution, ont existé à coup sûr, celles qui lient une espèce proche des singes à l'homme moderne. Par exemple, si vous prenez uniquement votre père, puis le père de votre père et ainsi de suite, la théorie de l'évolution prévoit que sur des temps longs, vous arriverez à des individus de type singe. Nous sommes en train de décrire cette chaîne-là. C'est la raison pour laquelle nous sélectionnons uniquement les étapes qui s'approchent de l'homme moderne et pas d'autres branches. Ensuite, une nouvelle fois, un individu à l'étape N+2 subit une mutation aléatoire. Les fosses iliaques sont orientées davantage vers le haut, ce qui le rapproche légèrement de la bipédie des hommes. On est à N+3. On peut reproduire ces étapes plusieurs fois pour le bassin. Je vois au moins 100 étapes. Je vous laisse déterminer vous-même combien de modifications unitaires sont nécessaires. On peut passer au crâne. Nous sommes à l'étape N+100. Une mutation survient sur un individu, la conséquence est un crâne plus rond. Cette transformation confère un avantage à cet individu et donc à la population qui est issue de cet individu. On a une espèce encore légèrement modifiée. On est à N+101. Ensuite, une mutation survient à nouveau sur un individu. La conséquence est une déformation de l'os inférieur du crâne. C'est le menton. Cette mutation distingue ou confère un avantage d'une manière ou d'une autre aux individus qui en héritent par rapport aux individus N+101. On est à l'étape N+102. À chaque étape, il peut y avoir 1, 2, 10, 100 ou 1000 générations. Cela ne change pas le modèle général. On peut aussi parler des dents qui sont très différentes, donc 10, 20, 40 mutations seulement pour les dents. De manière grossière, on peut dire que ces deux espèces ont les mêmes os, et qu'il suffit juste d'appliquer des torsions et des transformations légères. Mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'on regarde de près, on voit qu'il y a en fait des centaines de décalages, de déformations, de torsions, d'agrandissements à réaliser. C'est le cas pour l'apophyse qui n'a clairement pas la même forme. On peut faire la même chose pour le squelette des pieds. Ici, on peut faire une remarque importante. Dans le cadre de cette simulation, nous considérons que chaque état intermédiaire est viable et qu'il suffit simplement que les transformations unitaires s'additionnent. Évidemment, c'est plus compliqué. Par exemple, si vous regardez précisément les os des pieds, de toute évidence, une transformation arbitraire va complètement perturber la structure et ne sera pas viable. Donc, quel os prend quelle forme, dans quel ordre, etc. C'est très mystérieux et difficile à imaginer. La difficulté devient exponentielle quand vous ajoutez les tendons et les ligaments qui doivent s'adapter aux modifications du squelette. Donc, on peut reproduire la simulation pour toutes les parties du squelette, puisqu'en tout point, il diffère plus ou moins entre l'humain et le chimpanzé, ou n'importe quel autre singe. L'ordre est totalement arbitraire. Vous pouvez imaginer les choses dans l'ordre que vous voulez, avec les périodes de temps que vous voulez, et avec un nombre de générations arbitraire entre chaque étape. Très timidement, on peut estimer à 10 000 modifications pour passer d'un squelette à l'autre.
Ce chiffre est spéculatif puisqu'on n'a pas de données expérimentales sur une modification ou une suite de modifications qui a conduit à une transformation radicale du squelette d'une espèce. Ce phénomène n'a jamais été observé. On ne sait pas selon quelle modalité et dans quel contexte ces opérations se déroulent. Pour l'instant, nous avons considéré uniquement les modifications sur le squelette. Il faut entremêler tout ça avec des modifications sur la peau, les yeux, les mains, les poils, le ventre, les organes, évidemment le cerveau et les capacités intellectuelles, aussi le système digestif, etc. Pour toutes ces composantes, il y a des différences plus ou moins grandes entre les deux espèces. Si on ajoute tout ça, on n'est plus sur 10 000 transformations unitaires, mais des dizaines de milliers. Le chiffre que je propose dans le cadre de cette simulation est 40 000 transformations unitaires. Évidemment, c'est très spéculatif. Ça pourrait être 10 000 ou 200 000. En tout cas, soutenir qu'on peut s'en sortir avec uniquement 5, 10 ou 200 états intermédiaires serait vraiment de l'ordre de la malhonnêteté ou d'une grande méconnaissance. Nous avons donc 40 000 degrés entre un ancêtre commun chimpanzé-homme hypothétique et l'homme moderne. Les problèmes du modèle évolutionniste. Donc, maintenant, on va rentrer dans la partie argumentaire. Et je vais simplement relever tout ce qui me gêne, tout ce que je trouve incohérent avec le modèle qu'on vient de décrire. Une donnée à avoir en tête est que la mutation survient évidemment sur un seul individu. Donc, à chaque étape, on a un individu et sa descendance qui se distinguent ou se séparent du groupe. On peut dire que cette sous-espèce a évolué. Mais les représentants de l'espèce à l'étape précédente sont toujours là. Combien sont-ils? Combien y a-t-il d'individus à chaque étape? Encore une fois, il faut faire des suppositions, disons arbitrairement 100 000. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi je prends un nombre qui peut paraître élevé. Donc, nous avons cet arbre, une évolution en un grand nombre d'étapes, peut-être 40 000, peut-être 20 000, peut-être 10 000, très difficilement moins. Cela fait donc 40 000, 20 000 ou 10 000 branches, car à chaque étape, les individus qui n'ont pas subi de mutation, éventuellement des centaines de milliers d'individus, sont toujours là. Cette simulation peut donner l'impression d'être centrée sur l'homme, mais sur chacune des branches, vous pouvez imaginer des évolutions et une sélection naturelle également. L'homme pourrait être là ou là. On aurait aussi pu faire cette simulation entre l'éléphant et l'ancêtre hypothétique de l'éléphant et d'autres espèces, et poser les mêmes questions. L'axe vertical, c'est le temps. La zone grise, en réalité, ce sont des milliers de branches qui vont de gauche à droite. Et la ligne horizontale bleue, c'est notre époque. Une question simple, l'état du monde vivant aujourd'hui est-il compatible avec le scénario de la théorie de l'évolution? Valide-t-il ou invalide-t-il la théorie? Je vous laisse le temps pour répondre seul et je donnerai mon analyse. Ma réponse est évidemment non. On peut s'en tenir uniquement au monde vivant. A-t-on déjà découvert des tribus d'hommes-singes à un endroit dans le monde, dans une forêt isolée ou dans un pays lointain? Non. Est-ce normal? Non, ça n'est pas normal. Des espèces représentant les branches latérales et les milliers et milliers de degrés devraient exister. Même à supposer que 9 branches sur 10 disparaissent pour une raison arbitraire comme une maladie ou un problème d'adaptation avec l'environnement, des traces devraient exister dans le monde vivant. À chaque étape de l'évolution, l'espèce précédente s'éteint car elle est non adaptée, ou alors elle est éliminée par l'espèce évoluée. Ce scénario est à dormir debout. Pour la plupart des transformations comme l'apparition du menton ou des modifications de la forme du crâne, en quoi cela peut-il constituer un avantage d'adaptation radicale? On peut ajouter que rien que l'Eurasie et l'Afrique font à eux deux 84 millions de kilomètres carrés. Donc, à chaque étape, des tribus ou sous-espèces peuvent avoir migré, et donc avoir continué à vivre sans forcément qu'il y ait une compétition pour des ressources ou un territoire. S'il y avait eu une évolution avec des dizaines de milliers d'étapes pendant une si longue période, on est incapable d'expliquer pourquoi il ne reste dans le monde vivant strictement aucun représentant de toute la chaîne et des chaînes latérales. On est incapable d'expliquer pourquoi il n'y a pas des régions, des pays, des forêts, des îles
peuplée avec des individus qui possèdent certaines caractéristiques plus proches du singe, d'autres humaines. Ici, le contre-argument des évolutionnistes est souvent de dire « Si, il y a des représentants de la chaîne dans le monde vivant, par exemple le chimpanzé, le gorille, etc. » Cet argument serait satisfaisant si le chimpanzé et l'homme étaient proches. Par exemple, si ces deux espèces avaient un squelette, un visage, des mœurs quasiment identiques. En d'autres termes, s'il y avait des degrés de différence minuscules entre les espèces sur Terre. Ça n'est pas le cas. Même si l'homme et le chimpanzé ont des points communs, au niveau des mains par exemple, on parle bien d'espèces qui sont à des centaines de kilomètres les unes des autres. La première partie a justement pour but d'illustrer cette distance entre les espèces. Il faut insister sur le caractère uniforme de l'espèce humaine. Les différentes races humaines ne sont pas des espèces. Nous avons, sauf maladie, le même nombre de chromosomes, les gènes aux mêmes endroits, le même panel de sentiments, généralement les mêmes capacités physiques et intellectuelles. La plupart des maladies se traitent exactement de la même manière chez tous les peuples. Tout le monde peut constater que l'espèce humaine est très uniforme en comparaison du fossé qu'il y a entre hommes et singes. En considérant uniquement le monde vivant, j'ai déjà un problème gigantesque avec la théorie de l'évolution. Je pense que le réel ne soutient pas la théorie. Les fossiles. Donc, on met cette première question de côté. Maintenant, passons aux fossiles. C'est la réaction normale. Se tourner vers les fossiles pour trouver des preuves de l'évolution, des témoins des époques et étapes passées. Sur le thème des fossiles, je vais commencer par quelques citations. La première est une citation de David Robb, conservateur au Field Museum de Chicago. Probablement une des personnes les plus qualifiées au monde pour parler des fossiles. 120 ans se sont écoulés depuis Darwin, la connaissance du registre fossile a énormément progressé. Nous avons aujourd'hui 250 000 fossiles. Cependant, la situation a peu changé. Les fossiles témoignant de l'évolution sont étonnamment rares. Et ironiquement, nous avons encore moins de fossiles pouvant tenir lieu d'espèces transitionnelles que nous n'en avions à l'époque de Darwin. Je veux dire par là que des cas classiques de fossiles intermédiaires, comme ceux de l'évolution du cheval en Amérique du Nord, ont dû être écartés ou modifiés suite à l'apport d'informations plus détaillées. Ce qui ressemblait à une progression fluide et simple quand nous avions peu de données, apparaît aujourd'hui bien plus complexe et moins graduel. Les problèmes de Darwin n'ont pas été atténués dans les 120 dernières années. Le registre fossile montre une diversité, mais très difficilement peut-elle être regardée comme une conséquence de la sélection naturelle. En fait, le registre fossile ne documente pas une seule forme transitionnelle entre une espèce et une autre. Les espèces fossiles demeurent inchangées au cours de leur histoire, et le registre fossile ne contient pas un seul exemple transitionnel significatif. Je suis d'accord avec votre commentaire sur l'absence d'illustration directe de formes transitionnelles dans mon livre. Si j'en connaissais une seule, je l'aurais certainement ajoutée. La plupart des ordres, des classes et phyla apparaissent soudainement et ont déjà acquis tous les caractères qui les distinguent des autres. Les scientifiques sur le thème des fossiles sont globalement d'accord. Il n'y a pas de chaîne graduelle dans le registre fossile. Pas seulement pour une transition singe-homme d'ailleurs, mais pour la plupart des familles animales. Notre réflexe à ce moment-là est peut-être de penser à l'homme de Néandertal, à l'homme de Flores, à Lucie, etc. À toutes ces découvertes qui ont confirmé la théorie de l'évolution. Comment David Robb peut-il ignorer ces découvertes? Il ne les ignore pas, c'est simplement que ces squelettes ne sont pas des témoins d'états transitionnels. Si on prend l'homme de Néandertal par exemple, premièrement, on a uniquement des bouts de squelettes ici ou là, et à partir de ces squelettes partiels, voilà le genre de reconstruction qui est faite. C'est très proche des hommes modernes. Je vous invite à aller écouter la conférence d'un spécialiste sur le sujet pour vous rendre compte de la pauvreté du registre fossile pour l'évolution des hommes. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Ce que l'on trouve enterré depuis 150 ans rentre soit dans ce cercle, soit dans celui-ci. Il s'agit soit de squelettes humains, parfois avec des caractéristiques qui laissent penser qu'il s'agit de races disparues, soit des squelettes singes. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des milliers et des milliers de squelettes pour 10 ou 100 espèces différentes, et que ces squelettes seraient suffisamment éloignés de l'homme et des singes connus
pour qu'on puisse raisonnablement confirmer les prédictions de la théorie de l'évolution. C'est faux, c'est le strict opposé qui est vrai. Il n'y a pas d'état intermédiaire entre une espèce X et l'homme, ni dans le monde vivant, ni dans le registre fossile. Le récit associé à la théorie de l'évolution est simplement un récit. Il y a très peu d'éléments réels qui confirment ce récit. Ce problème d'absence de forme transitionnelle est connu. C'est précisément cette constatation qui a amené à la formulation de la théorie des équilibres ponctués au XXe siècle. La théorie des équilibres ponctués. La théorie des équilibres ponctués peut être résumée par la proposition suivante. L'absence d'espèces transitionnelles entre les grands groupes dans le monde vivant ainsi que dans le registre fossile ne peut être expliquée que parce que l'évolution peut avoir lieu rapidement, sur des périodes de temps courtes ou un nombre réduit de générations, et surtout sur une population relativement réduite. Le problème de cette théorie est que le support expérimental est une nouvelle fois proche de zéro. Oui, peut-être que le vivant peut évoluer rapidement après tout. Ça expliquerait l'absence de fossiles, et ça deviendrait plus logique. Peut-être qu'en fait, l'évolution s'est faite au sein d'un groupe de 1000 ou 10 000 individus, et sur des périodes très courtes, avec un système de paliers. Peut-être que cela a eu lieu dans une zone géographique inconnue et réduite. Problème, aujourd'hui, on a un échantillon de 7 milliards d'êtres humains. Si l'évolution s'est faite sur un groupe de 10 000 individus en très peu de temps, pourquoi n'observe-t-on pas des groupes humains qui se distinguent radicalement des autres? Par exemple, des tribus ou peuples qui sont isolés depuis 3000 ans et qui auraient développé des caractères nouveaux. Une opération très simple, il y a aujourd'hui 7 milliards d'êtres humains, donc 700 000 fois 10 000. Comment peut-on imaginer que l'évolution peut avoir lieu sur 10 000 et qu'elle ne soit pas observable sur des groupes isolés parmi les 7 milliards d'hommes aujourd'hui? Évidemment, une mutation qui transforme radicalement un individu et sa postérité, même dans le cadre de la théorie de l'évolution, est un événement rare. Aux dernières nouvelles, il faudrait remonter 5 millions d'années en arrière pour retrouver l'ancêtre commun entre l'homme et le chimpanzé. Il serait intéressant de faire les calculs appropriés. Il est probable que cela révèle une incohérence. On comprend ici d'ailleurs pourquoi les périodes d'évolution sont augmentées en permanence depuis la formulation de la théorie. 1 million, 2 millions, 5 millions d'années pour retrouver l'ancêtre commun homme-chimpanzé. C'est simplement parce que l'évolution ne s'observe pas. Mais puisqu'on est sûr qu'elle a eu lieu, on va décider que les périodes de temps sont très longues. Premier cas, il y a eu une évolution sur une période courte, rapidement, avec des degrés importants à chaque étape. Dans ce cas, on n'explique pas l'uniformité de l'espèce humaine et des 7 milliards d'humains et nombreux peuples vivants aujourd'hui. Il devrait y avoir des branches dans le monde vivant. De plus, nous n'avons aucune expérience ou observation qui indique qu'une mutation peut provoquer des transformations radicales et viables. Donc, l'évolution en peu de générations est difficile à imaginer. Deuxième cas, l'évolution a eu lieu sur une période longue, avec des dizaines de milliers de degrés successifs. Dans ce cas, on n'explique pas la pauvreté du registre fossile et l'absence totale de témoins vivants de ces états transitionnels. Troisième cas, il y a eu une évolution sur une population réduite et donc une superficie très réduite. C'est un peu similaire au premier cas. Encore une fois, le caractère uniforme des 7 milliards d'humains et des très nombreuses races humaines contre-indique radicalement cette possibilité, puisque la famille humaine demeure globalement une famille uniforme. La dernière possibilité serait une évolution sur une population large, mais sur des périodes réduites. Et si c'était le cas, il devrait y avoir des fossiles. On n'en trouve pas. On ne trouve que des fossiles humains, éventuellement de races humaines très proches, comme pourraient l'être les races humaines aujourd'hui, et des fossiles de singes. Il faut faire attention à ne pas tomber dans certains pièges. Par exemple, en 100 ans, les femmes sud-coréennes ont grandi de 20 cm en moyenne. Mais il ne s'agit pas du tout de mutations génétiques qui se seraient étendues à toute la population en 4 générations. Ce sont simplement les conséquences d'une meilleure santé. Il n'y a pas du tout eu d'évolution sur la base d'une mutation génétique, encore moins de sélection naturelle. Il y a une plasticité des espèces qui s'explique très bien en dehors de tout système évolutionniste ou transformiste.
Les évolutionnistes, et parmi eux les adeptes de la théorie des équilibres ponctués, défendent donc chacun un modèle différent. Ces divergences existent car le registre fossile ne permet absolument pas de se faire une idée sur comment l'évolution interespèce a eu lieu, et aussi parce qu'il n'y a pas de support expérimental en laboratoire. Il faut donc tout imaginer. Certains imaginent l'évolution d'une manière, les autres d'une autre manière. On est confronté à des impossibilités dans tous les cas. Quel que soit le scénario que l'on favorise, une évolution de tel ou tel type, ça ne colle pas avec le réel, ça ne colle pas avec l'état du monde vivant aujourd'hui. Le terme que j'emploie beaucoup, c'est contre-indiqué. Je ne dis pas que ce sont des preuves radicales contre l'évolution, mais on n'est vraiment pas loin. Le modèle de l'évolution est très très largement contre-indiqué. Pourquoi est-il très contre-indiqué par la nature, par le réel et par l'observation scientifique? Parce qu'il n'y a pas eu d'évolution interespèce, parce que cette théorie est fausse. Les hommes, pas plus que les pandas, n'ont évolué. Nous n'avons pas d'ancêtres non humains. Les éléments exposés dans cette vidéo ne sont pas du tout inédits ou nouveaux. Éventuellement, on peut dire que mon travail est de les présenter d'une manière différente. Les trous et incohérences de la théorie synthétique de l'évolution sont largement connus, commentés et débattus depuis des décennies. À mesure que les champs de la biologie s'élargissent et que la connaissance du monde vivant augmente, l'adhésion aux propositions de la théorie de Darwin diminue dans le monde scientifique. Quelques noms. David Gelernter de l'université de Yale, James Tour, chimiste, microbiologiste de renom international, plus de 680 publications scientifiques et 120 brevets déposés dans le secteur de la biologie et de l'ingénierie moléculaire. Raymond Damedian, inventeur de l'IRM, Michael Egnor, professeur de neurochirurgie à l'université de Stony Brook à New York, Michael Behe, professeur de biologie moléculaire à Lehigh aux USA. J'espère que j'ai pu exposer mon analyse clairement. Je souhaite vraiment insister sur l'incohérence à mes yeux de la théorie de l'évolution. J'ai construit cet exposé majoritairement sur la base de conférences et parutions scientifiques venant de chercheurs évolutionnistes. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si cet exposé vous a intéressé, abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez vous attaquer à l'exposé plus complet paru sur ma chaîne il y a 30 jours, Arguments scientifiques contre l'évolution. Je présente de nombreux autres points sur lesquels la théorie de l'évolution est en très grande contradiction avec la science. À bientôt.